Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Quand on parle capital humain, on parle souvent de droit et on parle souvent d'argent et on peut y ajouter une petite touche de transformation. Alors régulièrement, je reçois Isabelle Schwab, avocate et ancienne DRH, et Sandrine Dorbs, qui est une spécialiste du sujet des rémunérations et de l'argent dans l'entreprise. Et avec elle, nous décortiquons des sujets qui impactent le capital humain. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous parlons de partage de la valeur. Et pour parler de partage de la valeur, on va vous parler aussi de De Gaulle, de Clémenceau, d'un certain ordre social. Et surtout, nous allons nous poser une question. Est-ce que encadrer et légiférer sur le partage de la valeur, ça rend l'entreprise plus juste? Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Isabelle, bonjour Sandrine. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très clair pour moi. Pourtant, c'est un peu un buzzword, le partage de la valeur. Alors, le partage de la valeur, moi, si j'ai bien compris, ça a fait l'objet d'encadrement par la loi. Isabelle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on a encadré, qui partage quoi avec qui? Alors, c'est un vaste sujet, le partage de la valeur. En réalité, il y a pas mal de dispositifs légaux qui permettent de partager la valeur avec les salariés. Certains sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. Parmi les obligatoires, le plus connu, c'est la participation, le fait d'intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise. C'est un dispositif qui est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, ou dans les unités économiques et sociales. Voilà, pour récapituler, les UES, une unité économique et sociale, c'est des groupements d'entreprises, voilà, qui sont pas un groupe, c'est pas nécessaire d'être dans le même groupe, mais qui ont quand même envie de se regrouper. Donc, sans rentrer trop dans le détail, ce dispositif, il est donc effectivement obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Et voilà, il permet quand il y a des bénéfices, notamment, parce que la formule légale, elle est assez complexe, de partager les gains. Donc, ça veut dire qu'on partage le résultat quand il est positif. Exactement. Alors selon une formule, parce que on prend en compte aussi les capitaux propres, on prend en compte la valeur ajoutée de l'entreprise. Enfin, il y a plusieurs éléments qu'on prend en compte dans la formule, et quand la formule arrive à un résultat positif, c'est ce résultat positif qu'on partage. Alors oui, il y a un autre dispositif obligatoire, et lui, il a été introduit par la loi sur le partage de la valeur ajoutée de 2023. Et c'est dans les entreprises qui emploient entre 11 et 50 salariés, quand elles réalisent en fait pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal. Voilà. Et donc il faut partager, ce bénéfice net fiscal, égal ou à 1% du chiffre d'affaires. D'accord. Là, dans ces cas-là, il y a un partage qui doit être mis en place. Voilà les dispositifs obligatoires. Après, il y a aussi une obligation de négocier sur le partage de la valeur. C'est un des sujets des négociations obligatoires, donc qui peuvent être annuelles, mais qui peuvent aussi être aménagées pour avoir lieu tous les 4 ans ou moins, d'ailleurs, mais c'est au minimum tous les 4 ans. Et donc, c'est un sujet, le partage de la valeur ajoutée, pour le coup, obligatoire de négociation. Mais alors, Sandrine, toi qui es notre experte de l'argent et de l'entreprise, ou de l'argent dans l'entreprise, si j'écoute bien Isabelle,
Ça veut dire qu'à un moment donné, la loi, donc le législateur s'est dit, il faut mettre un cadre parce que sinon, sinon il y aura pas d'intention de partage, ou sinon il y aura des intentions mais qui resteront pas suffisantes. Alors, pour bien comprendre un élément de rémunération, il faut revenir à sa source. Et j'ai envie de dire sa source qui est l'inscription dans la loi. Le partage de la valeur, son origine, c'est la révolution industrielle. Donc on est fin 20e, révolution industrielle, il y a beaucoup de heurts entre le capital et le travail, comme on disait à l'époque. Et des patrons à la fibre sociale se sont dit, mais si on partageait les revenus de l'entreprise avec le travail, si le capital partageait les bénéfices de l'entreprise avec le travail, mais finalement on alignerait nos intérêts et on apaiserait les tensions dans l'entreprise. Alors, au moment de la révolution industrielle, donc début 20e, pardon, c'est resté une intention qui a été mise en place dans certaines entreprises, mais qui restait un peu en marge. Et ensuite, on repart à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque du gouvernement du général de Gaulle, où on a... Pardon, je suis désolée, je bafouille, je reprends. Thomas, je suis désolée pour le montage. Pas de souci. Donc, j'en étais à... Donc, fin du 19e, début du 20e. Fin du 19e, début 20e, c'est resté une intention, à la marge dans certaines entreprises assez progressistes. Et on l'a revu apparaître, cette idée, dans les années 50, le contexte, donc le gouvernement du général de Gaulle, contexte, on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, l'économie française est repartie, il y a des entreprises où globalement l'économie se porte bien, mais il y a une crise sociale parce qu'on a d'un côté les entreprises qui se portent très bien et beaucoup de chômage, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et à l'époque, on dit que les fruits de la croissance ne sont pas partagés de manière équitable. Ça et donc parle, là, De Gaulle a une idée. C'est vrai. Ouais, c'est joli, hein. Non, et mais donc je De Gaulle l'entends même en plus. Ah ben c'est sûr, dans des cours d'histoire ou dans des discours politiques, c'est quelque chose. Les fruits de la croissance ne sont pas partagés de manière équitable. Et donc De Gaulle ressort cette idée qui datait du début du XXe, sur, OK, il faut qu'on partage les bénéfices de l'entreprise, il faut réconcilier le travail et le capital pour... alors lui, à l'époque, il parlait de donner naissance à un nouvel ordre social. C'est très gaullien, ça, j'adore. Oui, l'ordre est très gaullien. En 57, il propose la participation et l'intéressement. Comme disait Isabelle, la participation, il y a une formule légale à laquelle on ne peut pas déroger, à moins de proposer quelque chose de mieux disant. Contrainte, il faut tous les ans que tu fasses les 2 calculs pour prouver que c'est vraiment mieux disant. Et c'est un flop. C'est un flop. Ça ne fonctionne pas. Les entreprises ne prennent pas ces dispositifs qui sont déjà à l'époque défiscalisés. Mais comme De Gaulle n'était pas homme qui apprécie la résistance, ça dépend dans quel côté c'est. La contradiction, on va dire, la contradiction. Dit, OK, si c'est comme ça, moi, la participation, je l'impose à toutes les entreprises de plus de 100 salariés qui réalisent des bénéfices. Au regard de la formule qui d'un compte des bénéfices, de la valeur ajoutée, du capital social. Voilà. Donc à partir de là, donc là on est au début des années 60, toutes les entreprises de plus de 100 salariés doivent proposer une participation s'ils font des bénéfices. Ensuite, on part dans les années 90. Petite crise sociale. Et là, on se dit, OK, pour apaiser la crise sociale en France, ou pareil, on sort des années 80, l'économie se tend un peu, ressentiment que les fruits de la croissance ne sont pas partagés de manière équitable. Le législateur français répond à ça en disant, OK, on va abaisser le seuil des 100 salariés à 50. Ça sonne des cloches, hein. Ensuite, on arrive dans les années 2020, crise sociale sur crise sociale, les gilets jaunes, les grèves, le Covid. Et là, le législateur dit, OK, en fait, on va abaisser le seuil de 50 à 11, mais on va ouvrir aussi le champ des possibles. La participation n'est pas forcément obligatoire à partir de 11 salariés, mais on doit mettre en place, c'est ce qu'Isabelle disait, un dispositif de partage de la valeur. Donc soit de la participation, soit de l'intéressement, soit des primes de partage de la valeur, soit de l'épargne salariale. Oui. Ce très long préambule pour dire que le sujet de partage de la valeur, historiquement, il est lié finalement aux crises sociales qu'on a traversées. Le législateur, il a répondu aux crises sociales, à ce sentiment dans la société que certaines entreprises
réalisent de super bénéfices et que les salariés galèrent, le législateur a répondu par cette obligation de partager les bénéfices. Alors, Et finalement, on n'a pas beaucoup innové depuis De Gaulle. Non. Et quand je vous écoute en béotienne, je vous entends parler alors d'ordre social, d'équité et de crise sociale. Donc finalement, on partage la valeur pour acquérir une paix sociale, parce que ça aussi c'est un terme qu'on a beaucoup entendu. Donc quand ça va pas très bien, j'oblige les entreprises à pas tout garder pour elles. C'est comme ça que je pourrais résumer le partage de la valeur. Pour moi, vraiment, le législateur, il n'invente rien en matière de rémunération. Par Ok. contre, il répond en réaction à un contexte social en généralisant une bonne pratique. Il y a des entreprises, il y a des dirigeants, des dirigeantes qui croient au partage de la valeur, qui ont mis en place de l'intéressement parce que ça avait du sens pour eux et pour elles, qui font des primes de partage de la valeur quand ils peuvent parce que ça a du sens pour elles et pour eux. Mais c'est pas une généralité, c'est ça que la loi vient faire. La loi vient généraliser une bonne pratique. Alors, puisqu'on est dans les poncifs d'un autre temps, c'est Clémenceau qui disait, ça fait toujours chic quand tu cites Non, mais moi De Gaulle j'aime et bien, moi, Clémenceau. quand je travaille avec toi, parce qu'on fait de l'histoire et j'adore l'histoire, parce que quand on oublie son histoire, je pense que on manque complètement de vision d'avenir. Ça, c'est une formule que je vous offre. Alors, avant de citer Clémenceau, je vais te citer Bismarck. Allons-y alors. Avec- Bismarck disait quand celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Ah, mais ça, Et c'est pour ça que je trouve en rémunération, quand tu reprends un élément de rémunération et que tu le réinscris dans le contexte dans lequel il est né, tu comprends mieux à quoi il sert et à quoi il peut encore servir. Mais bref, Clémenceau disait, la loi, elle est là pour protéger les plus faibles. Oui, c'est vrai. Donc quand le législateur vient nous mettre du partage de la valeur dans la loi et donc l'imposer à tout le monde, ce qu'il vient faire, c'est généraliser une bonne pratique pour être sûr que les personnes les moins bien loties, qui ne sont pas dans des entreprises progressistes, bénéficient aussi de ça. D'accord. Donc Alors je ne me souviens plus quelle était ta question, mais j'espère que j'ai non, mais alors ça n'a aucune répondu. importance parce que je suis pas sûre que j'en avais vraiment une. En fait, ce qui m'interpelle dans ce que vous nous expliquez toutes les deux et qui me permet d'y voir plus clair, c'est que donc on a des entreprises qui gagnent de l'argent dans un monde capitaliste et donc d'ailleurs dans d'autres sociétés que la France, dans un monde capitaliste, cet argent revient à l'entrepreneur. Parce que, alors après, on a plein de théories là-dessus, parce que c'est lui qui a pris des risques, parce qu'il a mis son argent, et donc finalement, le partage de la valeur, il y a une vision politique qui est de dire la richesse de l'entreprise, c'est aussi le résultat du travail. Et donc, comme c'est aussi le résultat du travail, alors je le dis comme ça, et justement pour avoir votre réaction, c'est normal que le facteur travail, le capital humain, en tire un bénéfice. Est-ce que c'est comme ça que ça peut se lire, en fait ? En partie, moi, je pense que c'est pour répondre à ta question juste d'avant, est-ce qu'on achète le calme, est-ce qu'il y a une obligation, enfin, en gros, est-ce que le législateur a mis en place ces dispositifs pour la paix sociale? Je dirais qu'en partie, oui, parce qu'il y a des dispositifs obligatoires, donc le législateur, il considère qu'à partir d'un certain niveau, il faut partager. Mais le législateur, il a aussi mis en place des dispositifs facultatifs. On n'en a pas parlé, mais je pense à la prime de partage de valeur. À l'intéressement, enfin tout un tas de dispositifs où on peut partager la valeur de manière volontaire en fait, facultative. Et là, ça laisse la place en fait au choix de l'entrepreneur. C'est pas une obligation pour lui, mais du coup, ça dépend un peu de tout un chacun, de la façon dont on veut mener sa barque, mener sa société et donc voilà, je trouve que c'est des dispositifs qui sont incitatifs. Alors l'intéressement de moins en moins, mais la prime de partage de la valeur, c'est incitatif fiscalement, socialement. Enfin, c'est intéressant pour le salarié ou pour l'entreprise. En vous écoutant, j'ai une question qui me vient à laquelle vous n'aurez peut-être pas la réponse et tant pis, à ce moment-là, je documenterai en dessous de l'épisode. Est-ce que dans une société, par exemple, comme les États-Unis, ces lois autour du partage de la valeur existent ? Pas à ma connaissance, c'est assez exceptionnel. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est le fait d'obliger les entreprises à le faire. Ouais. Parce que, comme le précisait Isabelle, il y a des obligations, notamment la participation, où
dans le cadre de la loi sur le partage de la valeur, l'obligation, quand on est plus de 11 et qu'on réalise un certain niveau de bénéfice, à mettre en place un système. Ça, à ma connaissance, c'est assez exceptionnel. Quand je travaille avec des entreprises qui sont internationales, c'est toujours un peu la question de comment est-ce qu'on compense à la filiale américaine ou à la filiale colombienne l'intéressement français. Ok. Ce qui est aussi exceptionnel, c'est la défiscalisation. Parce que justement, au départ, et je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, parce qu'en tout cas, moi, c'est ce que je mets en avant auprès de mes clients. L'idée, c'est de dire, il y a certes une obligation, mais le côté assez incitatif, c'est aussi que si tu veux verser une prime si tu verses une prime de 1 000 € de participation, elle coûte 1 000 € à l'entreprise. Et elle rapporte 990 € au salarié s'il la laisse bloquer. Là où, si tu dois verser une prime de 1 000 €, toi, en tant qu'entreprise, ça va te coûter 1 500 € et il va rester 700 € au salarié. Donc, on met en avant ce côté défiscalisé pour dire, faites-le, ça va vous faire économiser des sous. Alors, je fais une parenthèse avant qu'on m'accuse. Après avoir cité plein de gens de droite, je dois quand même faire une petite parenthèse. Moi, quand je mets en avant le côté exonération fiscale, je n'encourage pas les gens à faire de la défiscalisation pour la beauté du geste, quoi. On ne défiscalise pas pour le plaisir de défiscaliser. La question que moi je pose, c'est quelle est la part du gâteau qu'on a à se partager ? Et quand on est sur la participation, l'intéressement ou la prime de partage de la valeur, et ben le gâteau il est plus gros puisqu'il n'y a pas la part fiscale. Alors, ce qui pose d'autres problèmes, justement du financement de la sécurité sociale, du chômage, de la retraite, etc. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est assez exceptionnel ce qu'on a en France, à la fois l'obligation de mettre quelque chose en place et le cadeau fiscal qui en résulte. Ce qui pose ensuite des questions de quand on verse 1 000 € en prime d'intéressement à nos salariés français, comment est-ce qu'on arrive à compenser ça dans des pays où il n'y aura pas le cadeau fiscal et où cette prime de 1 000 €, l'équivalent 1 000 € pourrait coûter beaucoup, beaucoup plus cher, et à l'entreprise et aux salariés. D'accord, donc en fait... C'est tout un truc de, est-ce qu'on compense ? C'est une discussion que j'avais pas plus tard qu'hier avec une cliente. Est-ce qu'on compense ce que l'entreprise investit, à savoir les 1 000 € par personne, bien sûr. Ou est-ce qu'on compense ce que les salariés touchent, à savoir le 1 000 € net. Et qu'en fonction des calculs et des pays et des charges sociales de part et d'autre, l'impact budgétaire il est assez fort. Ah oui, donc moi j'étais pas consciente que cette notion de partage de la valeur légale était une notion très franco-française et donc rentre finalement dans notre vision du monde de l'entreprise française, dans notre vision de la protection sociale. C'est un des éléments, parce que finalement, la protection sociale, c'est qu'est-ce qui m'arrive si je suis malade, qu'est-ce qui m'arrive si je suis au chômage, et là, c'est qu'est-ce qui m'arrive si je travaille dans une entreprise qui gagne de l'argent, en fait. Et pour moi, c'est un chapeau culturel qui est assez fort, finalement, que je n'avais pas vu comme ça. Oui, je voudrais rebondir sur le chapeau culturel avant que Isabelle nous parle justement de la culture légale de ce truc-là, mais c'est vraiment une vision, je veux dire, un peu globale de finalement d'où vient l'argent que l'entreprise crée et comment on le partage. Et globalement, schématiquement, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse prend des risques, crée une structure, embauche des salariés, se rémunère sur le capital à travers les dividendes, se rémunère à travers les bénéfices, mais la question c'est aussi de se dire, mais en fait ces bénéfices ne viennent pas que du capital risque, quoi. Que du risque qu'on a pris sur le capital, ne viennent pas que de la vision de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Donc ces bénéfices doivent être partagés entre différentes parties prenantes et aussi avec les salariés. Donc, on partage les dividendes entre les gens qui détiennent le capital et on partage les bénéfices entre celles et ceux qui ont participé à leur construction. Est-ce que ça veut dire que... oui, Isabelle, tu veux nous dire quelque chose avant que je passe... parce que tu sens que le sujet me passionne un peu, là, donc n'hésite pas à m'interrompre. Non, mais tu peux poser la question. Ouais, non, tu peux poser ta question. Je voulais juste introduire un petit élément en plus, en fait. Donc, le législateur, lui, il donne aussi la possibilité aux partenaires sociaux, en fait, de se saisir du sujet. C'est pas toujours qu'une décision unilatérale qui vient de l'employeur. D'ailleurs, les dispositifs de partage de la valeur, ils peuvent être mis en place selon différents modes et surtout par accord collectif. Donc, en fait, c'est une discussion aussi avec les représentants des salariés. Et le deuxième point que je voulais... Donc ça veut dire que ça nourrit le dialogue social. Exactement, ça nourrit le dialogue social. Le dialogue social, parce que voilà, je sens que dans le monde de l'entreprise, on oublie un peu ce dialogue social, et j'aime bien parce que ici, dans notre épisode mensuel,
on en reparle souvent. C'est-à-dire que le dialogue social, c'est quand même de faire en sorte que les parties prenantes se mettent autour de la table et parlent de ce qui se passe dans l'entreprise. Enfin, je veux dire, si on est très concret, parle de ce qui se passe dans l'entreprise pour que ça se passe mieux. Et donc, cet élément en fait partie. Exactement, exactement. Et il y a des dispositifs de partage de la valeur. Je pense à l'intéressement en fait. Donc, si on met en place la prime d'intéressement, on doit mettre en place des critères à remplir pour pouvoir déclencher l'intéressement. Et les critères à remplir, ils sont pas forcément financiers en fait. C'est pas forcément on réalise du chiffre d'affaires, on réalise un bénéfice. Je pense en fait à certains accords qui prônent de la rémunération verte. Donc certains accords d'intéressement en fait vont mettre en place comme critères des critères, des objectifs écologiques. Je sais pas, utiliser le moins de papier possible, utiliser le moins d'essence possible dans ses déplacements, et donc des critères autres que finalement financiers, même si ça a des impacts financiers, parce que quand on utilise moins d'essence, l'entreprise doit rembourser moins de frais professionnels. Tout est un peu lié, mais voilà, je pense aussi aux dispositifs qui partagent la valeur, mais en engageant les salariés à remplir des objectifs qui peuvent être autres que financiers. Et je pense à des entreprises que j'ai croisées, notamment dans le secteur industriel, qui avaient mis dans leur accord d'intéressement la diminution des accidents du travail. Ouais, mais c'est hyper un peu de contexte, j'avais une cliente qui était là-dedans et qui, elle galérait avec je veux dire les hommes, parce qu'il se trouve que dans son usine, il n'y avait que des hommes. Elle galérait à leur faire mettre les équipements. Et les chaussures, elles sont lourdes, et les gants, ils tiennent chaud, et le casque, il gratte. Et donc, il y avait toujours des petits pépins. Et quand elle a mis l'accident du travail, la réduction des accidents du travail dans l'accord d'intéressement, en expliquant bien ce qui est important aussi dans ces dispositifs-là, c'est vraiment de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent comment c'est défini et quels impacts eux peuvent avoir. C'est ça qui les engage au quotidien. Et en leur expliquant bien comment ça allait fonctionner, elle m'a dit tout d'un coup, comme par magie, les chaussures n'étaient plus lourdes, les gants ne tenaient plus chaud, les casques ne grattaient plus. Tout le monde avait son équipement, les accidents du travail ont diminué, et tout le monde a touché sa prime à la fin de la période. Donc, comme le disait Isabelle, on peut mettre des trucs financiers, l'amélioration du taux de marge, le chiffre d'affaires, mais on peut aussi mettre des éléments importants pour l'entreprise. Alors, ça m'emmène à ma toute dernière question pour toutes les deux. Est-ce que ce cadre de partage de la valeur, ça rend l'entreprise plus juste? Oui, je sais, c'est une question philosophique. Vous n'avez pas 2 heures. Non, je vais laisser Isabelle répondre plus prosaïque. Ça dépend vraiment du monde auquel on croit. Et moi personnellement, je pense que oui. Que s'interroger sur, dans l'argent que l'entreprise dégage, qu'est-ce qui revient au capital, qu'est-ce qui revient au travail, ça tire vers un monde plus juste. Et faire de la pédagogie pour bien expliquer aux équipes comment est-ce qu'on dégage ces bénéfices, comment est-ce qu'on veut les partager et quels impacts elles et eux peuvent avoir dessus, ça amène, je pense, vers quelque chose d'un climat social plus apaisé parce que la justice est mieux ressentie. Isabelle. Alors, de mon côté, oui, juste. Alors, ça dépend ce qu'on appelle juste. Voilà. Et on sort la philosophie. Mais là, il me faut 2 heures. Dis-nous, est-ce que tu peux nous dire en 1 minute ce que tu appelles juste dans cette question-là? Est-ce que le fait que l'argent gagné par l'entreprise ne part pas intégralement dans les poches des investisseurs entrepreneurs, est-ce que ça contribue à plus de justice ou pas? Alors, si on parle de justice sociale, donc oui, je trouve que c'est équitable, mais c'est une opinion personnelle là encore, hein, mais Alors vraiment ici, on est vraiment là-dedans, hein, on est dans les... Oui, c'est clair. Donc bien sûr, c'est juste de répartir les richesses qui sont créées entre ceux qui ont contribué à les créer. C'est une phrase philosophique là que je suis en train de faire. C'est au-delà du droit, mais c'est justement le rôle aussi. Enfin, je reviens à mes partenaires sociaux. C'est pour ça que c'est important de les impliquer en fait pour définir avec l'employeur ce qui est juste pour l'entreprise. Oui, mais tu as raison. Que ça soit pas juste une décision unilatérale qui pourrait s'apparenter à une espèce de fait du prince,
Oui. et que ça rentre dans une logique de négociation, parce qu'il y a peut-être avant un partage de la valeur amélioré des choses qui seraient plus pertinentes dans l'entreprise, et ça, les partenaires sociaux sont bien placés pour le dire. Donc, j'entends ta nuance dans la justice de la décision, c'est pas forcément à l'employeur de décider tout seul unilatéralement. Et là, il faut avoir une vision peut-être plus globale et plus transverse. Exactement. Eh bien, mesdames, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.